Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre point info du jour. Bien, je vous propose de commencer sans plus tarder. Il y a un an, l'OMS a déclaré que le virus était une pandémie et la vie de tout le monde a changé. Pour marquer la date, Biden doit faire son premier discours en prime time depuis son entrée en fonction. Cela fait 50 jours qu'il a pris ses fonctions et les appels se multiplient au sujet de son absence. Nombreux sont ceux qui notent également qu'il n'a pas encore prononcé de discours sur l'état de l'Union qui sont généralement prononcés fin janvier ou en février. L'article 2, section 3 de la Constitution américaine stipule que le président doit de temps en temps donner au Congrès des informations sur l'état de l'Union et porter à leur considération et connaissance les mesures qu'il jugera nécessaires et opportunes. L'objectif d'un état de l'Union est de permettre au président d'exposer ses réalisations et ses espoirs pour l'avenir. Il se tient devant les sessions conjointes du Congrès et remonte déjà à George Washington. La première conférence de presse de M. Biden est encore incertaine et aucune date n'a encore été fixée. C'est une rupture avec la tradition. En effet, l'ancien président Trump a tenu sa première conférence de presse 28 jours après le début de sa présidence. M. Obama a tenu la sienne 21 jours après son entrée en fonction et George Bush a tenu la sienne 34 jours après son entrée en fonction. Que devrait donc couvrir le discours de M. Biden lors de sa première intervention en solo? Selon le Washington Post, la conseillère principale de la Maison-Blanche, Anita Dunn, déclare que c'est un discours sur ce que nous avons fait, sur ce que nous faisons et sur ce que nous pouvons faire. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que M. Biden évoquera les nombreux sacrifices que le peuple américain a consentis au cours de l'année écoulée, ajoutant qu'il regardera vers l'avenir en soulignant le rôle que les Américains joueront pour vaincre le virus et permettre au pays de revenir à la normale. M. Biden devrait évoquer l'énorme programme d'aide aux victimes du virus dont il a signé la loi un jour plus tôt que prévu. Le chef de cabinet de M. Biden, Ron Klain, a écrit sur Twitter que le président allait signer la loi un jour plus tôt que prévu afin d'agir aussi vite que possible. Cette décision intervient après l'adoption par la Chambre des représentants du plan d'aide de Biden. Le vote a été adopté à 220 contre 211. Tous les démocrates ont voté pour le projet de loi, sauf le représentant Jared Golden. Aucun républicain n'a voté pour le projet de loi. Golden a publié une déclaration expliquant pourquoi il a voté contre. Il a écrit, je cite, « Pendant les périodes difficiles, le pays a besoin que ses dirigeants élus travaillent ensemble pour répondre aux besoins les plus urgents dans leur communauté. Ce projet de loi aborde des besoins urgents, puis les enterre sous une montagne de dépenses inutiles ou inopportunes. En examinant le projet de loi dans son intégralité, moins de 20% des dépenses totales répondent aux défis essentiels du Covid, qui sont immédiatement urgents, le financement de la distribution et du test des vaccins et les programmes fédéraux d'urgence contre le chômage. Je soutiens, poursuit-il de tout cœur, ces parties du projet de loi et je crois que nous devrions faire davantage pour les personnes les plus durement touchées par la pandémie en continuant à prolonger les programmes de chômage jusqu'à ce que les indicateurs économiques montrent qu'ils ne sont plus nécessaires. Il a poursuivi en disant « Malheureusement, la voie choisie par les leaders du Congrès va bien au-delà de ces dispositions clés à hauteur de centaines de milliards de dollars. Après avoir soutenu 4 trillions de dollars d'aide d'urgence Covid en 2020, je ne soutiendrai pas les trillions supplémentaires de financement qui sont mal ciblés ou dans de nombreux cas non nécessaires à ce moment précis. » Fin de citation. De son côté, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, dit qu'il pense que le projet de loi de stimulation est, je cite, « un des pires textes de loi que j'ai vu passer ici depuis que je suis au Sénat ». Fin de citation. Les républicains notent que seulement 1% du projet de loi est consacré au vaccin et seulement 9% pour les soins de santé. Le Sénat a adopté le projet de loi malgré l'opposition unanime des républicains le week-end dernier. La version actualisée a supprimé l'augmentation de 15 $ du salaire minimum, a réduit l'éligibilité au paiement direct et prévoit une aide hebdomadaire au chômage de 300 $ jusqu'au 6 septembre. Parmi les autres aides, les personnes dont le revenu est inférieur à 80 000 $ ou les familles dont le revenu est inférieur à 160 000 $ peuvent bénéficier du chèque de relance de 1 400 $. Biden a posté un tweet disant, je cite, « L'aide est là ».
Fin de citation. Mais les républicains ont critiqué ce vote hyper partisan. La représentante Ann Wagner a déclaré, je cite, « Il est honteux que les démocrates n'aient pas tenu compte de leur obligation d'apporter une aide réelle au peuple américain et qu'ils tentent plutôt d'utiliser ce processus pour faire passer des points partisans. Ce projet de loi n'est ni ciblé, ni opportun, ni lié au Covid. Nous devons nous concentrer sur la résolution des problèmes critiques actuels, fournir des vaccins aux Américains, soulager nos entreprises locales, nos restaurants et nos lieux de divertissement et soutenir ceux qui ont été gravement touchés par cette pandémie. » Fin de citation. Le représentant démocrate Salud Karbadjal a déclaré à la Chambre des représentants, je cite, « Ce projet de loi investit 20 milliards de dollars pour faire des vaccins et s'assurer que chacun sait où et comment se faire vacciner. De nombreux élèves sont de retour à l'école ou y retourneront bientôt. La Californie recevra 15 milliards de dollars pour réouvrir en toute sécurité et garder les écoles ouvertes pour rattraper le temps perdu. » Fin de citation. Mais les républicains s'inquiètent des hausses d'impôts. En effet, l'administration Biden a indiqué qu'elle pourrait introduire des augmentations d'impôts progressives pour aider à financer le plan de relance. Cela inclut une augmentation du taux d'imposition fédérale des sociétés qui passerait de 21% à 28%. Les progressistes ont critiqué les précédentes réductions d'impôts de l'ancien président Trump, affirmant qu'elles profitaient surtout aux riches. Mais certains économistes estiment que ces réductions ont créé de la prospérité et des opportunités pour tous les Américains. Aujourd'hui, la Tax Foundation, un organisme conservateur, affirme que la proposition fiscale de M. Biden ferait passer le taux d'imposition combiné d'État fédéral et État américain à plus de 32%. Cela en ferait le taux le plus élevé des pays du G7. L'analyste politique principal Garrett Watson a déclaré à The Epoch Times, je cite, « C'est la dernière chose que nous voulons faire alors que les États-Unis se remettent de la pandémie. » Selon la Tax Foundation, la hausse d'impôts de Biden réduirait la production économique à long terme, supprimerait environ 160 000 emplois et réduirait les salaires. 3 autres États assouplissent les restrictions liées au virus. New York, le New Jersey, Maryland assouplissent leurs restrictions sur le virus. En commençant par la ville de New York et de New Jersey, ces 2 États vont augmenter la capacité des restaurants à 50% à partir du 19 mars. Pour les restaurants de l'État de New York, en dehors de la ville, la capacité sera étendue à 75%. Et à partir de vendredi à 17h, le Maryland lève les limites de capacité des restaurants, gymnases et autres commerces. Les seules restrictions restantes sont les suivantes. Les restaurants et les bars doivent toujours respecter la distanciation sociale et les grands espaces sont plafonnés à 50%. Le Maryland maintient l'obligation du port des masques. L'épidémie du virus a entraîné des restrictions quasi universelles, bien que certains États aient été plus restreints que d'autres. Les États rouges, comme le Dakota du Sud, la Floride, le Texas, ont penché pour un choix discrétionnaire individuel. Leurs dirigeants républicains ont mis l'accent sur la responsabilité personnelle plutôt que sur des obligations imposées d'en haut, les ordres de rester à la maison et les fermetures d'entreprises. Les données fédérales sur l'emploi corroborent les conclusions d'un sondage selon lequel les États où les entreprises sont bloquées ont généralement obtenu de moins bons résultats. Les 3 premiers États, tous dirigés par des républicains, ayant des taux de chômage les plus bas en 2020, sont le Nebraska, le Dakota du Sud et l'Utah, tandis que les États bleus occupent les derniers rangs. Kristi Noem, gouverneure du Dakota du Sud, affirme que le Covid n'a pas écrasé l'économie. Elle a tenu ses propos lors de la CPAC qui s'est tenue à Orlando en Floride le mois dernier. Son État est le seul à n'avoir jamais ordonné la fermeture d'entreprises ou d'églises, à n'avoir jamais imposé un verrouillage ou une obligation de masque et à s'être abstenu de classer les entreprises en catégories essentielles et non essentielles. Madame Noem est devenue la cible des médias de l'establishment et des politiciens démocrates pour son approche de la pandémie. Elle a ajouté, je cite, « Tout aussi rapidement, le gouvernement a fait volte-face et s'est présenté comme le sauveur et franchement, le département du Trésor ne peut pas imprimer de l'argent assez rapidement pour répondre aux souhaits du Congrès. Mais tout le monde n'a pas suivi cette voie. » Noem dit avoir conseillé aux gens de prendre des précautions de bon sens contre cet ennemi commun. Elle a dit que son administration a examiné la science, les données et les faits,
Puis nous avons adopté une approche équilibrée. Elle affirme qu'en conséquence, le Dakota du Sud a maintenant le taux de chômage le plus bas du pays et que l'économie de l'État est en plein essor. Au cours des 30 derniers jours, le Dakota du Sud a enregistré moins de cas de Covid par million d'habitants que certains des États les plus fermés, dont la Californie, New York, New Jersey et la Pennsylvanie. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.